Barbier, bonjour. Buenos dias, chère Ilana. Buenos dias, on va pas parler espagnol parce que moi je suis une calamité en langue étrangère. On va parler français, de ce qui se passe en France, Christophe. Alors c'est un mot qui fissure le gouvernement mais aussi l'ensemble de la classe politique. François Bayrou qui a tenu à rappeler à ses ministres quelle était sa position justement autour du mot islamophobie qui fait couler énormément d'encre. Vous en avez déjà parlé d'ailleurs la semaine dernière. Pour vous, ce n'est pas un mot qu'il faut utiliser à tort et à travers. Il y a le racisme anti-musulman et l'islamophobie, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Oh, ça a soulevé beaucoup de polémiques, notre édito de la semaine dernière. On a profité de votre absence, Ilana, pour faire de la viralité, comme on dit aujourd'hui. Et on a été évidemment agressé par beaucoup d'antisémites et d'islamistes, mais aussi peut-être par des gens de bonne foi qui ne comprennent pas ce débat sémantique. Un peu comme le Premier ministre, d'ailleurs, qui dit dans le journal du dimanche, écoutez, moi, les mots, je ne vais pas me battre autour des mots. Il y a la réalité. Et en effet, dans une mosquée, il y a un homme qui a été massacré, sauvagement tué par un autre qui a, en plus de son meurtre, insulter Allah, donc c'est de l'islamophobie. Il n'a pas tort, le Premier ministre. Quand il y a un crime atroce et qu'un musulman est visé dans une mosquée, il ne faut pas chercher midi à 14h et dénoncer cette barbarie, ce racisme. Et en même temps, il faut continuer à réfléchir sur le sens des mots, parce que c'est ça la politique. Islamophobie, ça a été un concept forgé en Iran par les mollahs pour qu'on ne puisse pas critiquer leur régime, leur vision de la religion, sans être accusé d'attaquer tous les musulmans. C'est ce qui leur a permis de déclencher des fatwas. Vous ne pouviez pas critiquer ni l'ayatollah Khomeini, ni la religion, ni le contenu du Coran, sinon vous étiez d'emblée en train d'agresser les musulmans. Non, il faut refuser cette dictature d'un mot, d'un concept qui a été forgé pour nous empêcher de soulever des critiques contre l'islamisme. Et il faut distinguer. Il y a la haine des musulmans, elle est interdite, que ce soit verbalement ou physiquement. On ne peut pas s'en prendre à des musulmans comme on ne peut pas s'en prendre à des chrétiens ou à des juifs pour leur religion. Et à côté de cela, il y a la critique des textes qui est totalement fondée. Il y a même dans notre pays le droit au blasphème vis-à-vis des religions. Ça, c'est l'héritage du siècle des Lumières. Et il y a bien entendu le droit, j'allais dire le devoir, de critiquer, de dénoncer les manœuvres politiques qui peuvent s'abriter derrière une religion. Et détourner l'islam pour en faire un carburant idéologique afin de former des terroristes ou simplement des prédicateurs de la haine sur Internet, ça doit être combattu. C'est ça que le Premier ministre a du mal à comprendre, ou plus exactement, je pense qu'il ne veut pas finasser parce qu'il a peur, dans ce débat, d'être un peu perdant. Or, si on veut contrer la France insoumise, si on veut contrer l'islamo-gauchisme, il faut bien rentrer dans ce débat. Alors, justement, on a entendu ce matin Caroline Yadan, la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Christophe, nous parlait de Jean-Luc Mélenchon, 7 janvier 2015. Jean-Luc Mélenchon qui déclare « C'est une erreur totale de confondre racisme et islamophobie ». Et Caroline qui nous dit « Avant qu'il ne trahisse la gauche et ses valeurs républicaines pour des raisons purement électoralistes, le leader de la France insoumise, justement, s'exprimait honnêtement ». On est justement face à des raisons purement électoralistes, selon vous, de ce changement de ton de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, mais peut-être un peu plus. Oui, il y a bien sûr de l'électoralisme. La conversion de Jean-Luc Mélenchon aux revendications de l'islamisme politique, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est aller chercher les voix de ce qu'il appelle la France nouvelle, c'est-à-dire la France des quartiers de l'islam, pour tourner ses voix contre ses adversaires en faveur de la France insoumise et contre cette 5e République qu'il déteste, cette bourgeoisie capitaliste qu'il déteste. Je vais vous dire, Ilana, ça marche. En mettant Rima Hassan sur sa liste aux européennes, il a gagné 1 million de voix entre 2019 et 2024, plus 50%. Il avait mis Rima Hassan d'ailleurs à une position difficile pour que les électeurs soient obligés de se bouger, de se déplacer s'ils voulaient avoir une chance de voir Rima Hassan élu, et ça a marché. Donc il y a cette vision électoraliste de l'islamo-gauchisme. D'ailleurs, certains vous disent en aparté, vous savez, le jour où on aura le pouvoir, l'islam politique, les barbus, on s'en débarrassera. Ils ont déjà commis cette erreur en Iran, rappelez-vous. Les communistes iraniens, ils pensaient manipuler Khomeini et les islamistes. On a vu ce que ça a donné. Mais il y a peut-être quelque chose de plus profond chez Jean-Luc Mélenchon. C'est difficile à prouver, à déterminer. Il y a peut-être une adhésion profonde à cet anti-républicanisme, à cet anti-universalisme que porte aujourd'hui l'islamisme politique. Comme s'il avait décidé que finalement le siècle des Lumières, 200 ans de siècle des Lumières, c'était trop, qu'il fallait maintenant passer à autre chose. J'ai des doutes. Il y a les deux Mélenchon, il y a une schizophrénie chez lui, de l'électoralisme islamo-gauchiste, ça c'est évident. Peut-être plus, peut-être pire, je ne sais pas trop encore.
Alors, le reste de l'actualité, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, Ségolène Royal qui s'est exprimée notamment au micro de RTL il y a quelques jours concernant ce qui s'est passé au sein des manifestations du 1er mai, les attaques de militants radicaux notamment contre des élus socialistes et Jérôme Guedj. On a vu qu'il a été chassé de la manifestation au cri de sale sioniste. Ségolène Royal qui a dit qu'il n'y avait pas mort d'homme finalement et que en comparaison avec ce qui se passe à Gaza, ce n'était pas très grave. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations de Ségolène Royal ? Eh bien, Ségolène Royal tombe, comme beaucoup, dans le double piège de l'amalgame et du relativisme. L'amalgame, comme si c'était la même chose, comme si finalement ce qui s'était passé au 1er mai, c'était un épisode de ce qui se passe au Proche-Orient. C'est donc donner raison à ceux qui tentent d'importer ce conflit. Et parce qu'il y aurait à Gaza une stratégie militaire israélienne critiquable, et Dieu sait si on peut la critiquer, cette stratégie qui manque de résultats et qui fait des dégâts, des bavures, mais parce qu'il y aurait cela, on aurait le droit d'attaquer des députés qui défilent pour le 1er mai au nom de la République. On aurait le droit de s'en prendre à un député socialiste, pas seulement parce qu'il est socialiste, mais d'abord parce qu'il est juif. Ça, c'est absolument inacceptable. Ce qui s'est passé le 1er mai n'est pas moins odieux, n'est pas moins criminel, parce qu'il y aurait des bavures de Tsahal à Gaza. Par ailleurs, évidemment, elle tombe dans le relativisme qu'on avait déjà vu déferler, notamment du côté de la France insoumise, après le 7 octobre. C'est-à-dire, en gros, le Hamas, certes, a commis des actes qu'on peut lui reprocher, mais ça vient pas de nulle part. Il y a des raisons. Il faut regarder la racine du problème. Alors justement, et évidemment, on en vient à absoudre les terroristes parce que il y aurait un contexte politique multidécennal ou multiséculaire. Il y a quelque chose. En faisant cela, eh bien, on tolère toutes les barbaries, on tolère tous les crimes. Et de ce côté-là, Ségolène Royal a commis non seulement une faute politique, mais surtout une faute intellectuelle, et c'est très dommage. Et il y a quelque chose qui a choqué, en fait, surtout dans ses propos, Christophe, c'est quand elle dit que c'est Netanyahou qui crée l'antisémitisme. Quand dans les quartiers circulent des images d'enfants massacrés à Gaza, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de colère ? Quand on parle d'antisémitisme, je pense qu'il y a surtout beaucoup de gens qui sont anti-Netanyahou. Donc ce sont les Juifs, selon elle, qui sont la cause de l'antisémitisme. Exactement, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on a entendu au 7 octobre. Si le Hamas a commis des viols et des meurtres, c'est à cause d'Israël. Israël qui colonise, Netanyahou qui fait ceci, qui fait cela. Vous voyez, c'est toujours rejeter la responsabilité sur le juif. Trouver le moyen de dire « Ah oui, mais c'est plus compliqué que ce que vous croyez », remonter un peu le temps. Le vrai responsable, c'est Israël, c'est la communauté juive, c'est le député juif. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est un engrenage qui mène au pire. Ségolène Royal le sait très bien. On voit bien que depuis 2022, elle s'est rapprochée de la France insoumise. Elle a soutenu Mélenchon. Qu'attend-elle? Qu'espère-t-elle? On ne sait pas trop, mais elle a dérivé vers cette position de manière inacceptable. D'une certaine façon, c'est exactement le même chemin, par d'autres arguments, que celui emprunté par Dominique de Villepin. Et c'est comme cela que l'on voit des élites politiques tomber dans le pire, déraper vers le pire. Mais regardez, dans les années 20 et 30, vous avez eu des intellectuels brillants, des hommes politiques de gauche, qui ont fini par aller vers le pire par raisonnement. Ils étaient persuadés de faire une démonstration alors qu'ils étaient tout simplement dans l'erreur, l'abomination et l'amalgame. Alors vous parlez de la France insoumise, justement, Christophe, vous avez lu plutôt cet entretien qu'a donné Laurent Wauquiez, le candidat à la présidence du parti Les Républicains au journal du dimanche, qui appelle à établir un cordon sanitaire autour de LFI, accusant le mouvement de Jean-Luc Mélenchon de menace pour la France. Alors qu'est-ce que ça signifie un cordon sanitaire autour de LFI ? Alors, il y a trois choses dans la proposition de Wauquiez. La première, et on la comprend, on la soutient, c'est un appel à la gauche raisonnable. Plus jamais la NUPES, plus jamais le NFP. Arrêtez de passer des accords électoraux à LFI, puis après de venir vous plaindre que LFI répand la terreur à l'Assemblée et fait subir à la gauche une pression inacceptable. Oui, sauf qu'à chaque fois, la gauche dit plus jamais LFI, puis dès qu'il y a une élection un peu délicate, on retourne à la soupe parce qu'il faut sauver les sièges. Alors ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer si Olivier Faure perd le contrôle du parti, le congrès est à la mi-juin pour le PS, puis ça changera peut-être s'il y a la proportionnelle, qui libérera un peu le PS de cette terreur électorale de la France insoumise. La deuxième chose chez Laurent Wauquiez qui est très intéressante, c'est d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur les liens entre LFI et les islamistes. Ça, c'est très intéressant, parce que la commission d'enquête, c'est une arme que LFI dégaine très souvent contre les autres partis. Commission d'enquête sur Betaram, commission d'enquête sur les finances de l'État.
on va pratiquer l'arroseur arrosé, l'accusateur accusé. Moi, je soutiens une commission d'enquête pour voir si les liens entre LFI et les islamistes, c'est purement verbal pour faire plaisir aux électeurs, ou si c'est plus profond, plus structurel. Certains ont même évoqué des voyages étranges de responsables du Moyen-Orient qui ont rencontré Mélenchon. On va voir la vérité. Puis la troisième chose, mais personne n'y croit, pas même lui, ce serait la dissolution de LFI. Non, c'est un parti politique. Il participe aux élections, ça se combat dans les urnes, on ne va pas envoyer ça dans les tribunaux. Alors on parle du journal du dimanche, justement, l'Élysée qui a temporisé par ailleurs l'élan de Matignon. On va avancer, Christophe, qui nous reste peu de temps, alors que son Premier ministre François Bayrou a mis sur la table samedi dans les colonnes justement du JDD l'option d'un référendum sur les finances publiques pour contourner les blocages parlementaires. Emmanuel Macron ajourne cette proposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'a proposé François Bayrou et la réponse justement de l'Élysée ? François Bayrou veut créer un plan massif de redressement des finances publiques. Ça sera très douloureux pour tout le monde. Il veut que chacun fasse des efforts. Il sait bien qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée. Il voudrait un référendum. C'est une bonne idée. Mais Macron n'est pas fou. Il sait bien que les Français, même s'ils sont d'accord au fond d'eux pour dire oui, il faut un plan drastique de redressement, ils n'ont pas envie d'avoir mal. Donc le peuple voterait non à ce référendum. Donc Macron, qui a déjà subi un revers avec la dissolution, n'a pas envie d'en subir un avec le référendum. Alors Bayrou va être obligé d'aller défendre son budget 2026 comme il le peut à l'Assemblée et de renoncer sans doute à un grand plan décennal pour redresser la France. On parle également de cette proposition d'Emmanuel Macron, le président de la République, Christophe, qui va lancer au mois de juin une nouvelle convention citoyenne sur les temps de l'enfant, à savoir notamment les temps de vacances et les horaires scolaires. Alors beaucoup ont dit que c'était pas forcément le moment, qu'il y avait peut-être plus urgent à régler. D'abord, est-ce qu'on peut expliquer ce que veut faire Emmanuel Macron et ce qu'il attend aussi des Français ? Il veut faire réfléchir une convention citoyenne à l'organisation du temps des enfants. Combien d'heures à l'école, combien de vacances dans l'année, etc. C'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, il y a déjà eu beaucoup de réflexions. C'est logique de confier ça à une convention citoyenne puisque tout le monde est concerné. Enseignants, enfants et puis parents d'élèves. On peut le faire maintenant parce que ça peut concerner les générations qui arrivent. Donc ne perdons pas de temps. Mais c'est vrai que quand on regarde les deux dernières conventions citoyennes, celle sur l'écologie, celle sur la fin de vie, la première, ça n'a pas donné grand-chose au Parlement. La deuxième a tranché très nettement sur la fin de vie. Mais le Parlement est en train de décortiquer tout cela, désosser tout cela. Moi, j'ai envie de dire que la prochaine grande convention citoyenne qui doit régler tous les problèmes, ça s'appelle l'élection présidentielle. Que les candidats travaillent, qu'ils nous fassent des propositions solides. Et puis le peuple, espérons-le avec courage, trancheront. La convention citoyenne, c'est la présidentielle. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour votre édito. On vous retrouvera demain matin à 7h45. Votre invité sera Saïd Ben Moufok, coordinateur du parti Place Publique, candidat à la mairie de Paris. Je vous dis à demain.